maintenant, le temps est à la discussion. Il y a beaucoup de questions, m'a dit notre ami Patrick. Mais on y viendra après. Je vais inviter à monter sur l'estrade Philippe Castanet. Philippe Castanet, qui est préfet de Lozère, président du comité interdépartemental de Tours, et qui est concerné par le problème du loup également, puisque la Lozère est un département très très prédaté. Je suis placé pour le savoir, par le loup. J'invite aussi à monter sur l'estrade Claude Soulas. Claude Soulas est ingénieur agronome, directeur du centre départemental Auvin 64. Et lui, il est particulièrement sensible au problème de l'ours. Oui, à côté. Après, de toute façon, on va se mettre n'importe comment. Au problème de l'ours. Pardon. Et puis enfin, j'invite à monter sur l'estrade Stéphane, j'ai peur d'abîmer votre nom, Wojnakowski, voilà, conseiller régional Bourgogne-Franche-Comté, délégué biodiversité et eau, président ARB. Alors ARB, ça veut dire Agence régionale de la biodiversité. Agence régionale de la biodiversité et vice-président du parc national des forêts. Gérard Vianney du Haut-Doubs, membre du GI2E, mais je suis plus là pour... GI2E, en fait, c'est une structure administrative instaurée par l'État en 2014 par le ministère de l'Agriculture qui regroupe à partir des paysans. Ça va faire plaisir à Monsieur Dumont puisque ça vient de la base. C'est obligatoire en fait dans ce dispositif, mais par contre avec la volonté de réunir localement autour de ces paysans sur une thématique agricole, agro-agricole ou agricole plus large, des acteurs locaux impliqués. Et donc, nous avons monté avec quelques paysans le GI2E au cœur des 5 meutes jurassiennes transfrontalières actuelles. Il y a l'année dernière, on a été validé par les 2 DRAF, Aura et Bourgogne-Franche-Comté, le GI2E protection des troupeaux. Voilà, bon, ça c'est juste pour situer le cadre. J'avais, par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, pour être très rapide, 2 remarques, et puis une demande qui est un peu générale et peut-être aussi particulière pour l'Académie vétérinaire de France. Ça me cause particulièrement en tant que vétérinaire de formation, mais je suis en fait à la fois écologue et puis depuis 40 ans berger et berger paysan actuellement. La première remarque par rapport à ce qu'on a entendu va peut-être plutôt à Nicolas Lescureux, mais elle a été aussi bien évoquée par mon collègue vétérinaire qui nous a raconté ces histoires de vautours passionnantes et beaucoup moins connues. C'est autour de, pour finir, un facteur qui n'est pas très évoqué là, mais sur lequel nous, on approche beaucoup à cause des prédations bovines qui nous tombent sur le dos et qui sont assez innovantes. Non pas que le loup n'a jamais mangé de bovin, mais par contre, la façon dont il le fait depuis 4 ans en Savoie, Haute-Savoie et dans le Doubs est très particulière, liée à notre contexte d'élevage. Et en fait, pour finir, on s'aperçoit que ce qu'on a besoin de savoir pour faire de la protection efficace, c'est de connaître le loup. On l'a bien senti à travers tous les exposés qui étaient là. On nous a parlé du prédateur, du vautour, du loup, etc. Et ce que j'ai envie là, c'est d'interpeller les gens qui sont autour de cette problématique-là sur l'élargissement en fait du concept. On est plus dans une relation prédateur-proie qui est investiguée par l'écologie scientifique moderne depuis assez longtemps. Et je crois que nous, on approche beaucoup le facteur proie et la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'en gros, qu'est-ce qui fait que le loup passe à l'attaque ? Il y a bien sûr le problème du loup, de son mode de prédation, mais aussi autour de la proie. Je ne veux pas m'apesantir parce que je vais être trop long, mais néanmoins, ce facteur de vulnérabilité, pour vous le résumer, je pense qu'il faut parler du vautour et dire ces vautours qui attaquent du vivant, là, c'est des cas hyper exceptionnels, mais est-ce que par hasard, ils attaquent n'importe lequel de vivant ? Cette brebis qui tourne, c'est pas n'importe quelle brebis du troupeau. Et de la même façon, on pourrait refaire rebondir ça sur le loup. C'est une interprétation générale qui ouvrirait un débat
aussi long que celui qu'on va avoir toute la journée ici. La deuxième remarque, par contre, elle amène ma demande, c'est qu'en fait, je voudrais demander aussi, en fait, c'est l'efficacité des moyens de protection. Et cette efficacité des moyens de protection, notamment par exemple dans les sociétés kirghizes, pour reprendre les propos de Nicolas Lescureux, quand ils disent que, par exemple, on rentre dans une histoire de tir et de vengeance, de réciprocité, est-ce que c'est efficace? Et du coup, ça amène ma demande, c'est tout simplement quelque chose qui a été très en filigrane de toutes les interventions, c'est de dire, est-ce que, par le biais de l'Académie vétérinaire de France à une échelle nationale, ou bien plus localement, parce qu'ici on a Stéphane Wojnarowski et puis on a Patrick Giraudoux, qui sont des gens qui habitent sur le même territoire que moi et qui s'intéressent tous deux à ces problématiques-là, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour pacifier les débats, je pense que là, monsieur le préfet qui est à la table, il comprendra ce que je veux dire au point de vue sociétal, au point de vue politique, lorsqu'on parle du loup. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'imaginer un dispositif qu'on pourrait appeler quelque chose comme un conseil scientifique régional permanent autour du loup? Autrement dit, une instance que Patrick Giraudoux connaît très bien. Il voit très bien ce que je veux dire, d'une part parce qu'on en a parlé au sujet du loup, mais surtout parce qu'on l'a vécu ensemble avec un programme sur les renards campagnols avec les paysans, un programme sur les études des dégâts des campagnols. Est-ce qu'on ne pourrait pas instaurer ça avec une demande, par exemple, relayée par l'Académie vétérinaire de France, pour qu'on puisse sortir l'émotionnel, sortir le conflit, sortir tout ce qui relève du mythe et des croyances qui font qu'on se bat sur le tapis vert pendant des heures et des heures pour ne pas avancer, alors qu'il suffirait par exemple de faire une évaluation scientifique de la protection en disant ben voilà, quand on met des patous, voilà ce qui se passe, quand on met des tirs, voilà ce qui se passe, et après les acteurs peuvent efficacement avancer et surtout arrêter de s'entretuer. Bien, alors je regrette que mon ami Olivier Morin, éleveur de moutons dans Lozère et très largement prédaté à plusieurs reprises, et qui a écrit ce livre, Le Festin des loups, qui est vendu à la FNAC et chez Amazon et que je vous conseille de lire. Je regrette qu'il ne soit pas là pour vous répondre, parce que avec lui, nous partageons un vécu de la prédation. C'est autre chose. Et ce n'est pas que de la sensibilité, c'est quelque chose d'extrêmement grave, d'extrêmement puissant quand un troupeau est prédaté. Il y a à Montpellier toute une équipe dont fait partie le professeur Plantureux, animé par Michel Meuret, Marie-Odile Nozière, je vais peut-être en oublier, et si... Charles-Henri Moulin. Enfin, oui. Charles-Henri Moulin. Oui, c'est ça. Bon, et qui sont très, très impliqués et qui mènent depuis longtemps une réflexion scientifique. Ils ont même créé une association, le COVART, hein, c'est ça? Voilà. Hein. D'ailleurs, peut-être que je vais lui passer la parole pour qu'il réponde. On a essayé de faire de réfléchir à tout ça. On ne veut pas tuer des loups à tout prix, hein, mais il faudrait quand même penser que derrière ces loups, il y a des éleveurs qui souffrent, certains qui sont obligés de partir, certains qui se suicident. Hein, ça existe. Hein. Alors, c'est peut-être à ces gens-là qu'il faut penser aussi, en priorité, en tout cas, moi, c'est ma perception du problème. Voilà. Alors, on ne peut pas mettre des patous partout. Par exemple, en Lozère. Christian, on va peut-être laisser la parole à... Oui, je veux bien intervenir. Oui, ça va mieux comme ça? Oui, voilà. Moi, j'ai été très, très, très intéressé par votre initiative et je rejoins ce qui est dit. Hein. On a besoin d'éléments d'éclairage scientifique. Alors, je suis donc ex-directeur du Centre départemental de l'élevage ovin des Pyrénées-Atlantiques, dont il a été dit que c'est un système pastoral particulier. Il y a 4000 éleveurs transhumants sur le massif Pyrénées. Il y en a 2000 sur notre département. Donc, très intense, c'est très maillé, etc., etc. Et je tiens à dire ce qui m'a
beaucoup attiré dans votre approche, c'est que vous avez dit deux choses essentielles. Vous faites appel à cette notion de socio-écosystème, qui nous tient à cœur, et Dieu sait que chez nous, le socio-écosystème, vu les conditions de pousse de la végétation, les conditions d'utilisation de l'espace par les troupeaux, etc., on a un socio-écosystème très marqué. Classé Natura 2000, chez nous, toute la zone pastorale est intégralement classée Natura 2000, c'est-à-dire qu'il y a une interaction positive. Et l'autre chose qui m'a beaucoup donc intéressé, c'est que vous avez dit qu'il faut dépasser les controverses d'opinion. Alors oui, mais je pense que vous avez raison de recadrer les choses en disant la communauté pastorale qui est active en termes de contribution au socio-écosystème vit ce qui se passe avec violence et avec incompréhension. Violence parce que, vous l'avez dit, les attaques, c'est quelque chose de violent. Voir arriver un ours de Slovénie en hélico chez nous et qu'on nous pose sur une commune où le maire n'a pas donné son accord, c'est violent, c'est des choses qui sont violentes. Et de l'incompréhension parce que des fois on ne comprend plus l'objectif. J'ai ces parties, donc des gens, et je te remercie de l'avoir dit tout à l'heure, qui ont essayé de sauver le patrimoine génétique des ours pyrénéens. Donc on a essayé, on a mis en place à l'époque, dans les années 90, une opération locale agri-environnementale qui favorisait la cohabitation. L'association des éleveurs et transhumants des vallées d'Aspe et d'Ossau a voté, à cette époque-là, après de très longs débats, l'accord pour une réintroduction à titre expérimental. Comme tu l'as dit, je te remercie de ton courage. Nous n'avons pas été invités à la cogestion. Nous n'avons pas été invités à prendre part au débat. Et pour nous, il y a une incompréhension totale sur les objectifs de ce qui se passe aujourd'hui. Je ne parlerai pas trop du loup, mais sur l'ours, je peux dire pourquoi est-ce qu'on introduit sur les Pyrénées des ours qui viennent de Slovénie, alors que la même souche génétique, les pays régulent par dizaines, par centaines, les individus d'ours dans les endroits où il y en a trop. Ça veut dire que ça n'est pas un problème de conservation de patrimoine génétique. On a le sentiment qu'on découvre les choses en marchant. Certes, on a une boîte à outils, mais qui est générique, qui n'est pas adaptée à toutes les situations, qui n'est pas du tout adaptée à toutes les situations. La preuve en est, ça a été dit, on nous avait dit, l'ours n'attaque pas les vaches. On y est. On avait totalement oublié les problèmes de cohabitation que posent aujourd'hui les meutes de chiens vis-à-vis des autres usagers de la montagne. Et nous, ce qu'on vit de façon extrêmement forte, c'est qu'en plus, on est en train de commencer à vivre des situations à risque. Je ne reviendrai pas sur le cas du Trentin où un trailer s'est fait tuer. Je vous invite à lire les 2 témoignages de bergers ariégeois donc sur le site du réseau, qui ont été interviewés par Michel Muret, et qui montrent à quel point les bergers se sont retrouvés en situation à risque, avec, comme tu le dis bien, entre l'ours et l'ourson. Ça pose des tas de problèmes. Et nous, le sentiment qu'on a, en plus, c'est qu'il y a de la désinformation, il y a de la difficulté à trouver de l'information juste, et que ça fait gagner du temps. Alors, la question qu'on a, et que je pose ici, puis je passerai ensuite donc, aux questions scientifiques, c'est, on a le sentiment, nous, que toi, comme nous, et des fois les préfets, on est les fantassins de première ligne d'un combat qui est un autre combat, c'est sur quel devenir de nos espaces pastoraux, quel devenir de ces territoires. Et on a le sentiment que le problème de la faune sauvage et de la prédation, c'est la zone de contact entre des plaques tectoniques. On essaye de se défaire de ce genre de choses-là, mais on a le sentiment que derrière, il y a un projet d'ensauvagement global qui va à l'encontre du projet de socio-écosystème. Je citerai 2 exemples. Le naturaliste Jean-Michel Bertrand, spécialiste du loup, 2 fois durant l'été 2022, sur France 2, à des heures de grande écoute, a dit « Les bergers sont en train de s'accrocher à un monde qui est en train de disparaître. On leur a laissé la clé trop longtemps, il est grand temps qu'ils nous la rendent. » Je parlerai aussi du programme LIFE Pyrénées, qui a été bloqué, où on ne parlait pas de connaissances scientifiques qu'il fallait accroître sur la connaissance du loup, mais de la nécessité d'acculturer les populations sur l'intérêt de vivre avec l'ours. Et finalement,
je citerai aussi sur une émission de France 5, de la 5, le fonctionnaire européen qui dit « L'ensauvagement, oui, c'est en cours. On fait des simulations. Ça va prendre plus de temps dans les zones traditionnelles d'élevage, mais ça finira par arriver. Et on a le sentiment d'une guerre d'usure. » Je tenais à dire ça, je suis désolé, je pense qu'Olivier l'aurait dit encore mieux que moi, mais je tenais à dire ça pour se dire. Alors maintenant, j'appuie tout à fait les conclusions qui ont été faites par les 3 ou 4 intervenants, plus l'intervenant de Gérard, l'intervention de Gérard, ramenant du scientifique au local. Et je poserai, j'ai vraiment adoré l'exposé de donc Nicolas, une question essentielle qui se pose, enfin qui s'est posée pour le loup et qui se pose pour l'ours: comment on réinstaure des relations de réciprocité? Ça devient une urgence vitale. Et ça ne peut pas se faire à partir de connaissances scientifiques très généralistes et uniquement sur l'animal. Ça doit se faire sur le fait d'avoir une bonne expertise pour voir comment, dans des contextes qui sont chacun spécifiques, mettre la bonne distance entre le domestique et le sauvage. C'est quelque chose qui va devenir vital. Alors, bon, les ours, on nous annonçait dans le plan ours, il faudrait 50 individus adultes capables de se reproduire. On ne va pas être très loin. Mais comment on va faire pour réguler ça? On n'avait pas anticipé du tout qu'ils ne se déplacent pas, mais qui sont localisés sur un endroit. Comment on va gérer cette pression-là? Est-ce qu'on va envisager de faire des régulations, des tirs de régulation? Quel est le projet? Est-ce qu'on va envisager, comme dans d'autres zones, de réduire l'activité humaine? Chez nous, les forêts ne sont plus exploitées. Les forêts ne sont plus exploitées. Voilà. Il n'y a plus aucune coupe chez nous. Ah. Comment? Et bientôt, on va réguler le tourisme. C'est évident, parce qu'il y aura risque. Les maires sont déjà en situation de dire « Attention, là, il y en a trop qui viennent voir, on sait qu'il y a une zone à ours, attention ». Et ça ne peut se faire que par l'instance, par la mise en place d'instances de dialogue éclairées par des scientifiques pluridisciplinaires, sciences humaines, sciences agricoles, sciences agronomiques, etc., sciences sociales, au niveau local, pas de façon publique, mais pour réfléchir ensemble avec les populations locales, les professionnels locaux, à comment est-ce qu'on gère cette situation et à quelle distance, quelle est la bonne distance pour coexister, pour coadapter entre le sauvage et le domestique. Merci, j'ai été un peu long, mais je... Philippe Castanet, comment faire? Trois réactions. La première, c'est que dans le temps de ces 2 interventions, on a pu avoir des milliers de tweets et de SMS échangés. Moi, j'ai reçu 2 SMS là sur 2 attaques de loups en Lozère ce matin. Donc, en fait, on parle trop. Je suis désolé, je ne peux pas vous blesser, mais on parle trop longuement dans nos instances. Il faut que tous les points de vue s'expriment de manière brève et claire et que chacun sache exactement ce qu'il a à dire. Deuxième chose, sinon nos instances ne fonctionnent pas. Et nous qui sommes là pour appliquer la loi, nous sommes et éventuellement concilier autant que possible les points de vue. Nous sommes pris dans un étau de conflits, et il n'y a pas d'expression claire des points de vue. Moi, j'attache beaucoup d'importance dans les comités que je préside à ce que chacun s'exprime et dise ce qu'il a, même parfois sur le cœur, brièvement si possible. Deuxième chose, nous avons besoin de scientifiques dans ces instances, mais j'observe que celui que j'avais dans mon comité vautour a plié bagage, parce que quand vous êtes pris dans un manichéisme ambiant qui ne fait que exacerber les positions de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, avec éventuellement des idées de complot local. Non, Olivier Morin, qui n'est pas là, vous dirait très clairement que dans les classes en Lozère, les enfants qui osent exprimer un point de vue ou qui expriment un point de vue d'opposition au loup, qui est un sujet de débat et problématique, sont minoritaires. Donc, ce n'est pas un complot à Bruxelles ou à Paris. Il n'y a pas une main invisible comme on pouvait le penser. Certains le pensaient, parce que à l'époque du Covid, une main invisible qui veut nous réguler et nous ensauvager. Non, c'est un sujet de société qui est à traiter avec beaucoup d'objectivité, mais c'est très compliqué. Les scientifiques sont mal à l'aise. Moi-même, je suis scientifique, je suis ingénieur à la base, j'ai mal tourné, des moments où je suis mal à l'aise parce qu'il se dit
n'importe quoi avec beaucoup d'aplomb. Et il faut arriver, non pas à tout relativiser, mais à stimuler un débat. Puis troisième chose, on parle de problème. Déjà, quand on parle de problème de loup, problème de vautour, problème de loup, problème de sanglier, c'est même plus la peine de discuter. Il y a un sujet. Et il faut le traiter avec toute la qualité des intervenants qui se sont succédés pour arriver à dégager des tendances, des idées et que ceci permettent d'afficher un projet. Je suis désolé d'entendre qu'un projet local qui a été dépassé par des intentions nationales qui ont décidé de mettre en place quelque chose qui n'était pas vraiment souhaité localement, parce que c'est typiquement ce qu'il ne faudrait, c'est vraiment ce qu'il ne faudrait plus faire. Peut-être qu'on aurait quand même importé des loups de Slovénie pour diverses raisons, mais au moins il y aurait eu des ours, pardon. Oui, les loups, c'est pas la peine, ils sont bien là. Des ours, mais le lapsus a été commis par d'autres. Voilà. Je parlerai tout à l'heure du vautour, qui est une problématique différente et particulière, parce qu'en fait là, on mélange des animaux à forte charge symbolique. Enfin, il manquait plus que les serpents, les araignées, et on avait fait le tour. Et alors chacun a sa propre histoire. D'ailleurs, vous avez bien vu très clairement que si le vautour et le loup ont une charge très négative, l'ours avait une charge symbolique qui était plus chamanique, si j'ose dire, c'était positive. Donc il y a des tréfonds qui sont différents et qui ressortent. Le petit chaperon rouge ressort tous les jours en Lozère. Et d'ailleurs, nous en faisons un objet non pas touristique, mais presque. Enfin, je ne veux pas être trop long parce que j'ai dit qu'il fallait être bref. Ouais, merci. Bonjour à toutes et tous. Moi, je voudrais apporter le témoignage de ce qui se fait aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté, monsieur le préfet, justement par une instance voulue par votre collègue du Doubs et la présidente de région après les actes de prédation importants de l'été 2022, effectivement, sur bovins. Je vais commencer par être un tout petit peu provoque en vous disant que en Bourgogne-Franche-Comté, le loup a eu la très mauvaise idée d'aller s'attaquer à la vache sacrée qui est la Montbéliarde, qui fait du lait à Comté. Parce qu'il est présent dans notre région depuis plus longtemps, et moi, y compris d'ailleurs quand je suis interrogé dans des médias nationaux qui ne veulent parler que des attaques sur bovins dans le Haut-Doubs ou le Haut-Jura, non négligeables, et je vais y revenir, il y a aussi les attaques sur ovins en Saône-et-Loire, dans un système d'élevage dit par allottement, donc 80-90 brebis protégées par du bocage, essentiellement effectivement dans le Charolais, puisqu'on a une berceau de la race. Et là, ça fait bien plus longtemps. Et quand vous regardez chaque année le nombre de victimes, elles sont considérables en Saône-et-Loire, sur les ovins, et beaucoup moins importantes en nombre, je ne parle pas de valeur économique de l'animal, beaucoup moins importantes en nombre sur le Haut-Doubs et le Haut-Jura. Donc là aussi, en Bourgogne-Franche-Comté, il y a un vrai sujet là-dessus. Parce que nous, quand je dis nous, c'est les pouvoirs politiques. Je suis conseiller régional dans la majorité de la présidente Marie-Guide Dufay, qui, aux côtés du préfet du Doubs, a souhaité donc à l'automne 2022 confier une mission à l'Agence régionale de la biodiversité dite de médiation élevage grand prédateur. Je vous avoue qu'au départ, on ne savait pas trop où on allait. Le monde agricole nous a dit on vous donne 2 représentants, mais ça ne marchera pas. Force est de constater qu'après plus de 2 ans, le comité de pilotage qui regroupe des éleveurs, Confédération paysanne, FRSEA, Chambre régionale d'agriculture, les associations de protection de l'environnement, représentées par FNE, Vigijura et d'autres, les services de l'État, bien sûr, puisque la DRAF Aura est présente, puisque c'est elle qui coordonne le PNA, élevage et loup, les DDT, les parcs naturels, régionaux, nationaux, puisque nous en avons un en Bourgogne-Franche-Comté, et des élus régionaux. Et on arrive à se voir une fois par mois, on arrive à discuter, on arrive parfois à s'engueuler, parce que c'est un sujet tendu, mais on avance. Alors quand je dis on avance, de manière pratico-pratique sur le territoire, ça correspond à quoi ? On a pu, grâce à des crédits d'État et grâce à des crédits régionaux, embaucher 2 médiateurs. Alors vous allez me dire 2 médiateurs pour les 48 000 km² de la Bourgogne-Franche-Comté, c'est pas beaucoup, c'est vrai, mais ils sont là. On a eu la chance d'avoir un médiateur qui venait de la Meuse et qui était ancien éleveur au vin lui-même et qui donc a été accepté assez facilement par les éleveurs de Bourgogne-Franche-Comté et en particulier donc les éleveurs bovins. On vient d'en embaucher un 2e.
C'est de l'accompagnement, on aide à la mise en place de certains moyens de protection et on tente une expérimentation sur un moyen de protection qui apparaissait sur votre vue, mais alors c'était autour du collier, c'était autour du cou du chien, là c'est les fameux colliers anti-loup qu'on teste sur les bovins qui émettent des ultrasons et des flashs lumineux en réagissant au stress. Et jusqu'à présent, ce système qui existe n'avait jamais été testé scientifiquement, et donc là, on a un protocole sur 3 ans pour essayer de voir si réellement le collier anti-loup est efficace ou pas. Mais au-delà de ça, ce que je voudrais dire dans mon expérience personnelle, c'est que moi qui viens aussi du monde scientifique, puisque je suis biologiste de formation, alors certes, physiologiste végétal, dans cette assemblée de vétérinaires, vous allez me dire nobody's perfect, mais j'ai enseigné pendant 25 ans dans un lycée agricole, et donc par appétence, je vais vers ces questions d'environnement et d'écologie et de biologie. En toute honnêteté, quand j'ai pris la présidence de cette mission, je ne mesurais pas ce que vous venez de décrire à l'instant, à savoir la détresse des éleveuses, des éleveurs, après des actes de prédation, que ce soit sur les éleveurs ovins, sur les éleveurs bovins. Là, il faut que je reconnaisse que là-dessus, j'ai avancé. Ce que je mesure aussi, et ça a été très bien dit sur les réseaux, l'impact des réseaux sociaux, c'est que cette question du loup, alors, vous pouviez le dire, monsieur le préfet, un peu moins, mais moi, je peux le dire, c'est que c'est très facile à exploiter politiquement. Et c'est exploité politiquement dans nos régions, en Bourgogne-Franche-Comté. Un groupe politique que je ne vais pas citer puisque je ne suis pas là pour faire de la politique aujourd'hui, mais utilise cette question du loup dans le débat rural-urbain. Tout comme il utilise aussi la question des éoliennes. Et ça devient de plus en plus marqué, et ça devient de plus en plus clivé. Et c'est pour ça, je suis complètement d'accord avec Gérard Vianney, qu'on a besoin d'acculturation et d'évaluation scientifique, mais l'élu que je suis peut aussi témoigner que cette acculturation scientifique que moi j'essaye de porter par rapport à l'histoire qui est la mienne, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est très compliqué à faire passer, y compris auprès de certains collègues qui sont quand même convaincus, et c'est impossible à faire passer auprès de certains collègues qui la refusent. Donc on essaye modestement d'avancer. Je ne dis pas que le comité élevage grands prédateurs de l'ARB-BFC apportera toutes les solutions sur un sujet aussi compliqué que le loup et les grands prédateurs. Certes pas. En tous les cas, on essaye. On est la seule région qui le faisons. Ce que je mesure juste, et ça sera ma conclusion, c'est qu'on a quand même réussi depuis 2 ans à se voir régulièrement 1 fois par mois, à embaucher 2 médiateurs, à avoir quelques moyens de l'État et de la région. Reste espérer que le fonds vert ne va pas fondre comme neige au soleil l'an prochain, mais ça, c'est un autre sujet du projet de loi de finances, et qu'on pourra poursuivre cette expérimentation, au départ menée sur 3 ans, au-delà des 3 ans, parce qu'on sait toutes et tous ici que le vivant réagit sur beaucoup plus longtemps, ou beaucoup plus rapidement, et qu'en tous les cas, il faut beaucoup plus de temps pour pouvoir évaluer. Et juste pour témoigner aussi, ces 3 dernières semaines, 3 médias nationaux sont venus en Bourgogne-Franche-Comté. Le Monde, France 2 et France Info. J'ai été interviewé pour les 3. Un seul a repris une phrase de ce que j'ai bien voulu partager, c'est Le Monde, France 2 et France Info. Ça ne les intéressait pas. Le seul débat, la seule question qui tournait sur le loup, c'était pour ou contre les tirs. Voilà. Sur les premières questions qui ont été posées par Gérard, c'est ça ? Donc sur la question de considérer la prédation sur les troupeaux comme une relation prédateur-proie, effectivement ça c'est un angle qui a déjà été abordé. Enfin, j'ai pas pu résumer 20 ans de recherche en 30 minutes, avec effectivement qui se rapporte à une autre chose, qui est de commencer à considérer les individus dans la gestion, dans les problématiques de gestion de l'environnement, en fait, de gestion des espèces. Donc, les individus animaux domestiques, les individus animaux proies et les individus animaux prédateurs. Effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait, qui est tâtonnant, parce que c'est beaucoup de complexité à aborder. Après, sur la question de l'efficacité, alors c'est très compliqué. Évaluer l'efficacité des moyens de protection, c'est très compliqué. D'abord, c'est compliqué à évaluer sur une échelle géographique, parce que vous mettez en place des moyens de protection sur des troupeaux, peut-être que ça va être efficace, mais peut-être que la prédation elle s'est reportée plus loin. Donc du coup, il n'y a pas une efficacité globale de la chose. Et puis, ça va peut-être être efficace, comme les colliers disco qui font de la musique et de la lumière, ça va peut-être être efficace quelques années. Et après, ce sera plus efficace.
Donc, il n'y a pas... Alors, certes, il faut faire des phrases courtes, c'est ce que j'ai entendu, mais par contre, c'est des phénomènes complexes qu'on peut très difficilement résumer et sur lesquels on ne peut pas avoir d'avis définitif. Parce que Alors, au Kyrgyzstan, notamment, donc la question par rapport à ça, et notamment par rapport à une approche individuelle, les éleveurs, notamment, qui sont des éleveurs équins aussi, qui élèvent des chevaux en groupes sociaux naturels, c'est-à-dire avec un étalon et des juments, choisissent des étalons capables de défendre, notamment les poulains, à la naissance. Donc, ils sont à la recherche d'étalons qui vont avoir une certaine agressivité, qui sont capables de défendre leurs juments et leurs poulains contre les loups. Sur les bovins, c'est pareil. On peut avoir aussi des effets d'individus. Donc, il a été montré notamment aux États-Unis que les bovins sans cornes étaient moins efficaces pour se défendre contre les loups que les bovins avec cornes. Il y a des variabilités aussi en fonction des races. Et forcément, une Prime Holstein, c'est sûrement moins adapté à se défendre contre les loups qu'une vache de race Aubrac. On a plein de Lozériens ici. Donc, il y a ce genre de choses qui peut agir, qui peut être réfléchi. L'évaluation de l'efficacité. Parce que ça, c'est de facteur 3, c'est super. Oui, l'évaluation de l'efficacité, elle est toujours compliquée parce que si c'est sur une échelle géographique restreinte, on peut avoir un report de la prédation ailleurs. Et puis, il faut voir ça dans le temps. Et c'est pour ça que l'efficacité des tirs, c'est pareil. Il y a un travail qui est fait donc au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive par Oksana Grant, qui justement essaie de comprendre l'effet des tirs sur les loups, mais il y a des facteurs multiples qui rentrent en jeu et c'est très difficile d'évaluer l'efficacité. Donc, les Kirghizes, ils considèrent que c'est efficace ou pas? Oui, eux, ils considèrent que c'est efficace. Mais là, en plus, la question en termes d'efficacité, c'est quoi? C'est la diminution des conflits? C'est la diminution de la prédation? Non, la prédation, c'est la protection des conflits. Oui, mais ça peut être... Il peut y avoir potentiellement une diminution des conflits sans qu'il y ait une diminution de la prédation. Voilà. Oui. Sur la prédation des troupeaux, après, il n'y a pas d'évaluation scientifique au Kyrgyzstan de l'efficacité. C'est déjà compliqué à mettre en place en France avec tous les chiffres et les statistiques qu'on a, donc au Kyrgyzstan, c'est pas la peine. Alors moi, pour finir, je vais être un petit peu provocateur. Passer le micro dans la On parle beaucoup de l'intérêt de ces prédateurs pour la biodiversité. Je dirais simplement que en France, nous ne produisons que 47% des ovins consommés et que tout le reste est importé pour l'immense majorité du Royaume-Uni, d'Irlande, où il n'y a pas de prédateurs. Or, moi, je suis allé, parce que j'ai tous les défauts, je suis même chasseur, je suis allé chasser en Irlande. J'ai pas l'impression que la biodiversité soit un petit peu abîmée là-bas. Je trouve que les paysages sont très jolis, hein, en Écosse aussi. Par contre, ils font des moutons, ils nous les vendent. C'est par milliers de tech, c'est-à-dire de tonnes équivalent carcasses, qui arrivent en France venant de ces pays-là, parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi un motif de réflexion. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de prédateurs, mais je dis que ceux qui n'ont pas de prédateurs sont bien à l'aise. Bon, alors à moins qu'on soit vegan ou végétarien, évidemment. Hein. Mais je trouve que les pays qui n'ont pas de prédateurs sont bien à l'aise pour nous envoyer la viande que l'on pourrait produire en France et que l'on ne produit pas, ou que l'on est limité dans la production à cause des prédateurs. Il y avait une question. Non. Oui. Il y avait une question par là, oui. Concernant la gestion du sanglier, mais on n'y est peut-être pas encore arrivé. On peut passer au sanglier ou bien... Oui. Attends, on peut parler d'abord les questions visio sur l'ours et le loup. Ok, pour le moment, oui, ils sont presque tous sur la gauche. On vient au sanglier après. Hein. Bon, donc j'y vais? Oui. Ok. J'ai juste... Vas-y, l'ours et l'ours. Donc, petite question dans la salle. Petite question pour loup et ours. Okay. François Diaz, je vais me décrire comme un citadin. C'est comme ça, voilà, c'est une bonne question. C'est pour savoir, parce que pour le loup, il a été... en fait, il y a une population en Italie. Et en Italie, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des problèmes? Parce qu'en plus, en Italie, on a aussi des élevages de porcins et autres. Et je ne vois pas véritablement de difficultés. Bon, après, justement, ça serait intéressant de voir comment ça se passe pour peut-être apprendre des leçons. Je ne suis pas sûr que ce soit les chasseurs. Mais sinon aussi, pour l'ours et l'Espagne, j'ai vu sur la présentation qu'il y avait peu d'attaques. Alors, est-ce que l'ours espagnol est d'une nature sympathique? Ou je me pose la question,
Parce qu'en Espagne, vous parliez du Cantabrie, je crois, ou de l'Asturie, et là, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'élevage au vin, mais dans les Pyrénées espagnoles, je pense qu'il y a quand même des élevages au vin. Donc, je voulais savoir pourquoi si peu d'attaques. Merci. Dans l'ordre. D'abord, monsieur Lescureux, sur la question du loup en Italie, ce sera assez rapide, hein, parce que du conflit, il y en a aussi, mais ça ne se manifeste pas forcément de la même façon. Il y a quasiment 50% de la population de loups en Italie qui est braconnée. En Espagne aussi. Alors, du coup, qui répond pour l'ours? L'ours. Je rajouterais peut-être un petit. En Espagne, il y a des manifestations anti-ours. Hein. Ouais. Moi, j'ai assisté à des manifestations anti-ours en Espagne. On va laisser M. Camara répondre. Oui. Bien sûr. Donc, concernant l'Espagne, il y a deux zones qui sont quand même géographiquement distinctes, les Pyrénées et les Asturies. Dans les Asturies, il n'y a pas de bétail ovin, donc il n'y a pas de dégâts, il y a très peu de controverses par rapport à l'ours. Là-bas, c'est vraiment net, ça. Par contre, dans les Pyrénées espagnoles, c'est déjà un petit peu différent. Sauf que les dégâts en Catalogne, en particulier Catalogne espagnole, les dégâts sont beaucoup moins conséquents qu'en France. Et puis, il y a moins de polémiques sur l'Espagne, parce qu'évidemment, au départ, les ours y étaient beaucoup moins. Et puis, il y a une acceptation, d'après ce que je sais, bien sûr, beaucoup plus importante des mesures de protection des troupeaux sur certaines zones de Catalogne. Alors, concernant les Pyrénées occidentales, il y a c'est vrai que là, c'est un peu tendu, puisque les deux ours qui ont été réintroduites en 2018, nous en avons une en France qui n'a pas fait un seul dégât depuis 2018, c'est assez incroyable. Et puis, ça montre bien la dimension individuelle qu'ont ces animaux, là, cette espèce-là. Et puis, sur le côté espagnol, il y a une seconde ours qui a été réintroduite, donc celle-là, elle fait des dégâts et ça pose de sacrés problèmes quand même. Voilà. Tu l'avais ajouté quelque chose? Oui, juste. Ça va largement dépendre de l'intensité de l'activité pastorale et de la nature. C'est beaucoup moins. Sur les zones des Pyrénées centrales espagnoles, il y a une activité moins forte sur le plan pastoral. Et surtout, il y a donc un système d'indemnisation qui est basé sur des assurances privées, ce qui rend très, très, très difficile le fait d'avoir des chiffres réels corrects. Ce qu'on en sait, c'est que chaque fois qu'il y a une activité pastorale digne de ce nom et qu'il y a une pression de prédation digne de ce nom, les conflits sont les mêmes partout ailleurs. Et ça a été très, très bien dit. On nous dit à chaque fois que ça se passe mieux ailleurs. Il faut le contextualiser à chaque fois et l'analyser, si possible, sur des bases techniques objectives. Et chaque fois qu'on est en situation analogue, même mal, même cause, mêmes effets. Mais à propos de l'ours aussi, il y a un problème différent en Ariège. L'Ariège est beaucoup plus prédaté que les Pyrénées occidentales. Hein. Chez l'ours, il y a une dimension qui n'existe pas chez le loup, c'est que les ours sont vraiment très différents, les uns des autres. Et on a affaire souvent à des ours qui sont très très prédateurs, qui ont un accès à la ressource assez facilement quand ils étaient jeunes, donc ils ont renforcé leur comportement de prédation. Par ailleurs, on va avoir d'autres ours qui n'ont jamais attaqué de toute leur vie. C'est assez différent. Alors, on va avoir ces sujets à quelques individus. Je crois que moi, j'ai toujours été partisan de la manière forte sur les ours qui faisaient vraiment des dégâts, parce que soit de l'effarouchement, comme je disais tout à l'heure, très, très rapidement, mais c'est rarement le cas qu'on peut faire de la sorte. Donc souvent, des individus qui sont très très prédateurs, c'est quand même compliqué. On voit vraiment qu'on va derrière des problèmes. Il y a aussi quelque chose qui n'a pas été abordé, c'est la prédation sur les rues. Oui. Parce que les ours sont très friands de miel. Hein, et bon, il se trouve que depuis quelque temps, je m'intéresse un petit peu à l'apiculture. Et à l'occasion d'un congrès d'apiculteurs, j'ai rencontré, il y avait à côté de moi un apiculteur ariégeois qui m'a dit bon, mais moi, toutes mes ruches ont été détruites par des ours, quand elles étaient en estime assez haute. Alors, je me suis dit bon, je vais les descendre plus près de la ferme, hein. Et alors, on dit d'accord, mais à ce moment-là, on lui a dit attendez, mais vous vendiez du miel bio.
ne peut plus vendre du miel bio maintenant, puisque là, à côté, il y a des maïs, il y a d'autres cultures. Donc maintenant, bio, c'est fini. Bon. Alors, donc du coup, il a descendu ses ruches, il fait plus du bio, et il a été encore prédaté parce que le loup est descendu un petit peu plus bas. Alors, il dit, qu'est-ce que je peux faire? Alors maintenant, c'est pas compliqué, il va mettre des ruches dans l'Hérault, parce que là-bas, il n'y a pas de l'ours. Voilà. Et si je peux rajouter... Il s'en est pas sorti autrement. Je vais intervenir bien, rapidement maintenant. Je ne vais pas monopoliser la parole. C'est que les dégâts sur les ruches sont quand même pas fréquents. Dans les Pyrénées, il n'y en a pas beaucoup. Il y a des années, il y en a très peu. Et puis, c'est beaucoup plus facile à protéger avec un enclos électrifié que des brebis qui sont éparses dans la montagne, quoi. Et j'aurais pu montrer des vidéos, on en a tenté plus de vidéos où on voit l'ours qui arrive pour faire des dégâts dans les ruchers, renverser les ruches. Dès le lendemain, on met un enclos électrifié et puis l'ours il fait le tour, il ne bouge plus, puis il repart ailleurs, quoi. Alors effectivement, il peut faire des dégâts ailleurs, comme on disait tout à l'heure. Et si je peux juste mais rajouter... ce n'est pas un problème, ça. Hein. Dans les cantabriques, de belles lurettes, ils protègent leur rucher avec des... Ils appellent ça des colménares, et c'est des ruchers avec des murets en pierre. Enfin, bon, et, voilà. Bon, et on peut le faire avec les clôtures électriques aujourd'hui qu'on a l'électricité. Et si je peux rajouter à ce qu'a dit Jean-Jacques, qui me semble essentiel et recoupé entre ce qui a été dit avant, c'est qu'il faut intervenir vite en effarouchement dès qu'on sent qu'il y a. Et là, on est sur le point clé qui est vraiment créer une bonne distance. Et ça, on a besoin d'appui scientifique là-dessus, on a besoin de se mettre autour de la table et pas de posture, puisque vous le savez bien, les associations environnementales ont débouté 2 fois un préfet qui avait pris des arrêtés départementaux d'effarouchement. Bien, alors maintenant, on va peut-être passer aux questions Voilà. Alors, on a implicitement répondu à pas mal de questions, en fait, dans le débat qu'on a eu. Il y en a quand même quelques-unes qui restent. Bruno Lecomte, notamment, est intervenu à plusieurs reprises pour nous dire attention, vous ne parlez pas assez des dégâts, mais ça, maintenant, c'est bon, on en a parlé. Par contre, il a poser la question qu'on a abordée aussi, mais je voudrais revenir dessus, sur celui de la distorsion de concurrence que peut représenter la présence des prédateurs par rapport aux pays qui n'en ont pas. Hein, tu as parlé d'Irlande, ça c'est un point. Et le deuxième point, mais ça c'est un point économique, donc je ne sais pas si on peut répondre plus que là. Hein. Et le deuxième point, c'est on a parlé de réensauvagement, de fait que l'élevage était du passé. Et Bruno Lecomte, en tant que fait la remarque suivante, qu'il faudrait quand même aussi considérer l'impact de l'élevage de plein air sur la biodiversité, un impact positif dans ce cas-là. Hein. C'est-à-dire qu'on sait bien que si on enlève l'élevage, on va avoir un enforestement avec des problèmes qui vont se poser avec le réchauffement climatique, de feux de forêt, etc. Donc là aussi, il faut se garder des idées simples et à nouveau voir toutes les composantes. Vous avez parlé de socio-écosystème, ça me paraît le point clé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir qu'un élément dans le système et ne considérer que celui-là. Hein. Avec déjà des impacts, des modifications de pratiques pour protéger les troupeaux. Il y a des quartiers qui ne sont plus utilisés. Alors, un point qui peut paraître mineur, mais que j'ai souvent entendu de la population, c'est Serge Rosoland qui pose la question. Il dit quels sont les risques d'attaque d'enfants par le loup? Parce qu'il dit, voilà, il y a des chevreuils qui sont mangés parfois jusque dans les villages. Et moi, je ne peux pas répondre à cette question-là, donc si Nicolas pouvait dire quelque chose là-dessus. Les travaux de Jean-Marc Morisseau ont montré effectivement des attaques souvent sur des individus jeunes, mais qui étaient liées à des pratiques qui n'existent plus aujourd'hui, qui étaient souvent d'envoyer des enfants garder des vaches à la lisière des forêts. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants qui gardent des vaches à la lisière des forêts. Après, le loup reste un animal prédateur, donc voilà, on peut pas dire que ça n'arrivera jamais. Mais voilà. Moi, j'ai des exemples en Inde, mais exactement, c'est ceux-là, c'est les gamins qui vont garder les moutons en étant au milieu du troupeau, et le troupeau se fait attaquer par des loups, et bon... En général, c'était plutôt les vaches, parce qu'effectivement, les loups préféraient s'attaquer aux enfants qu'aux vaches. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Sur l'ours, il y a un très, très intéressant article de la revue environnementaliste Nature, en 2019, qui alerte sur le fait que les rencontres à risque entre les ours qui sont protégés et l'activité humaine, bûcherons, bergers, randonneurs, est en train de croître de façon significative. Et il alerte les milieux en disant « attention ». Oui, deux petits propos. Le premier, c'est qu'on ne peut pas demander
au Zimbabwe de protéger tel éléphant ou tel lion, et nous, de nous dispenser de cette obligation. Je le dis souvent aux éleveurs, non, je ne cherche pas un succès d'estime, je dis juste qu'il faut avoir ce genre de réflexion pour remettre la mairie au milieu du village. Je ne vais pas mettre l'église puisque je suis censé être laïque, mais et juste se rappeler ce genre de choses. Ça, c'est un premier point. Je ne vais pas me faire des amis, là, mais ce n'est pas grave, c'est le fond de ma pensée. Et puis, d'autre part, le problème dont nous souffrons, en fait, dans l'application de la loi, c'est quand la loi est dépourvue d'objectifs partagés. C'est vrai dans tous les domaines. Si une communauté, une classe, une famille sait où elle va, elle peut consentir des efforts compte tenu de ce qu'elle sait être un horizon. Dans la biodiversité, ce que je constate en tant que préfet, évidemment, c'est que on a comme seule ambition, enfin ceux qui ont de l'ambition, c'est de recréer une nature idéalisée. Et ça n'est pas de proposer un projet partagé. L'homme a déséquilibré la nature de manière ou d'une autre. Alors, je ne vais pas dire que c'est impossible de remettre une nature telle qu'elle était au néolithique, où déjà il interférait, mais il est certain que dans nos sociétés très anthropisées, cet idéal de nature de demain est un très bel idéal que je partage, mais il faut que ce soit construit autour d'objectifs clairement adaptés. Et ce qui a sans doute fait, qui discrédite la parole publique peut-être, mais c'est qu'il y a eu aux prémices de ces réintroductions ou l'accompagnement de la recolonisation d'espèces, des chiffres qui ont été lancés dans la nature. Alors en Lozère, c'était 1000 vautours. Ça n'est écrit nulle part. C'est un peu comme le complot mondial, vous savez, c'est des choses la rumeur qui circule. Et en fait, il y en a 3000 aujourd'hui, au moins, entre la Lozère et l'Aveyron. Donc, évidemment, certains disent le pacte a été rompu. Vous me parlez de 50 ours, on évoquait 500 loups. Alors après, ça a été 500 loups reproducteurs. Après, ça a été 500 meutes. J'ai tout entendu. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui était vu comme un pacte initial, en fait, n'avait jamais été un pacte initial. Et ça, c'est préjudiciable à l'entente entre les parties parce que c'est une perte de confiance. Mais c'est typiquement la même chose dans ce domaine-là et dans d'autres domaines politiques, de santé publique, voilà. Et c'est nous qui avons à essayer de gérer des consensus, essayer de les créer, les consensus. Eh bien, nous souffrons, voilà. Alors, on continue. Non, là, pratiquement, on est au bout, sauf si quelqu'un... Non, apparemment, là, on a fait le tour. On a fait le tour à peu près. Hein. Vous avez OK, voilà. Si, une remarque aussi de ma part, vous différenciez le loup et l'ours en ce sens que l'ours serait beaucoup plus individualisé. Je voudrais bien avoir l'avis de Nicolas Escureux, j'en suis pas sûr. Les loups, individuellement, ont aussi des habitudes. Il y a des loups qui vont plus au troupeau que d'autres, me semble-t-il. Ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez, Nicolas. Oui, effectivement. Après, oui, il y a des éléments qui permettent de dire qu'il y a des loups. Il existe des loups qui attaquent pas les troupeaux, et puis d'autres qui font que ça. Il y a des grandes différences de régime alimentaire entre différentes meutes. Mais après, effectivement, notamment quand j'ai fait mes enquêtes en Macédoine, il ressortait vraiment une individualisation de l'ours, parce que c'est ces animaux déjà qui vivent seuls, qui sont plus facilement individualisés par une population locale. Et sûrement qu'il est plus facile aussi d'étudier les ours de manière individuelle, aussi parce que c'est une espèce plus longévive que les loups, et qui peut développer des comportements qui seront plus facilement observables. Si vous permettez, en 30 secondes, dans la droite ligne de la question que vient de poser Patrick, est-ce qu'il y a des données aussi sur l'impact de la déstructuration d'une meute et derrière de l'éducation des louveteaux lorsque le mâle ou la femelle alpha sont tirés? Je vous pose la question très pratico-pratique parce que l'an dernier, en fin d'année, en France, ça a été une femelle alpha et en Suisse, un mâle alpha. Et tout le monde s'est un peu excité là-dessus en disant quel impact est derrière sur les louveteaux. Est-ce que vous avez des données sur le fonctionnement de la meute quand elle est déstructurée par le tir sur l'un des deux adultes alpha? Alors, merci, parce que quand on met un peu de nuance, voilà, et ça, c'est typiquement le genre de réponse qu'en tant qu'élu, on ne peut pas apporter, parce que ça dépend, personne n'en veut. Voilà. Oui. Et c'est déjà mieux que... Même si je suis convaincu. J'avais remarqué tout à l'heure que M. Camara nous parlait de
de l'intérêt de l'ours pour développer la biodiversité. Je pense qu'un troupeau de moutons est beaucoup plus efficace par épizoochorie ou par endozoochorie. Ça dissémine beaucoup plus, ils sont beaucoup plus nombreux, ils disséminent beaucoup plus les graines que les quelques ours que vous pouvez avoir dans les Pyrénées. C'est beaucoup plus efficace. Parler dans le micro pour les. C'est le pour nombre d'espèces disséminées est un peu plus importante. Bon, ce sont des recherches qui sont en cours, vous en avez parlé là, mais c'est vrai que moi je me suis rendu compte même quand j'ai commencé à travailler sur l'ours, je ramassais des crottes d'ours pour les analyser et puis je les mettais au fond de mon jardin, quoi. Bon, et bien, je me suis retrouvé avec des framboisiers, des myrtilles qui étaient sélectionnés par l'ours lui-même et qui sélectionnait les plants qui étaient les plus productifs aussi. Voilà. Bon, enfin, il y a beaucoup de pas pour la biodiversité, je pourrais citer également le fait qu'un ours va vivre dans la forêt, il va manger beaucoup d'insectes xylophages. Bon, le fait de protéger l'ours, on va accroître la biodiversité de ces forêts aussi, quelque part. Bon, voilà. Après, de comparer l'impact qu'a l'ours et comparer l'impact qu'a peut avoir la brebis, oui, c'est vous tapez là dans le mille, je veux dire, quelque part, parce que c'est quand même c'est assez difficile de comparer les deux choses. Sauf que le régime alimentaire de l'ours est vraiment très large, quoi. Et là, on parlait de différence entre l'ours et le loup. L'ours, vraiment, c'est un omnivore opportuniste, quoi. Tout ce qu'il trouve, il peut le manger. Mais ceci dit, c'est extrêmement difficile de parler de biodiversité en ne parlant que de valeur d'usage de chaque espèce. C'est comme ça qu'on arrive à la dégrader. C'est-à-dire que ça, c'est absolument... Je dirais que c'est quasi mettre le doigt dans un engrenage terrible qui va faire que chaque espèce va être considérée inutile et qu'à un moment donné, on va se retrouver avec des systèmes ultra simplifiés et très dangereux. Alors là, ne serait-ce que du point de vue sanitaire, je suis bien placé pour en parler. Donc, c'est une très mauvaise entrée, ça. Parce qu'on n'a pas les éléments sur des systèmes aussi complexes qui nous permettent de peser l'utilité à un moment donné, en un lieu donné, de telle ou telle espèce. Il y a quand même des études de... Non, il n'y a pas d'études. Des études de Dumont, des études de Blondel, des gens comme ça. Je suis bien placé pour le savoir. Oui. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres éléments de dispersion, notamment les oiseaux, des graines, etc. Je dis que si on prend chaque espèce individuellement, elle ne sert à rien. En gros, c'est ça l'idée. Et c'est le système qui fonctionne. Et la complexité du système est une garantie de sa stabilité. Alors là, je ne vais pas vous faire un cours d'écologie, ça serait trop compliqué. Mais dès lors qu'on entre espèce par espèce, on aboutit à un non-sens scientifique, on va dire ça comme ça. Y compris Homo sapiens, peut-être. Y compris Homo sapiens. Justement. Donc, oui, tout à fait. Justement, au propos d'Homo sapiens, je voudrais, parce qu'on ne l'a pas évoqué vraiment, mais Olivier Morin, qui est absent, m'en voudrait beaucoup de ne pas l'avoir évoqué. Et j'ai vu qu'il y avait un intervenant sur l'ordinateur qui en parlait. C'est l'impact de ces 4 espèces que nous avons vues ce matin sur les systèmes de production et sur la psychologie des éleveurs et la difficulté d'exercer leur métier. Il est clair que, très paradoxalement, le loup, pour reprendre celui-là, fait rentrer les brebis la nuit, quand bien même elle ne ruminerait que la nuit parce qu'il fait trop chaud le jour, et fait rester éveillés les éleveurs la nuit s'ils veulent garder leur troupeau en extérieur. Donc il y a vraiment des changements sociétaux forts, et ceux-là doivent aussi être expertisés d'un point de vue scientifique. Il y a la biodiversité, il y a et localement, pour regarder comment pouvoir s'adapter. Ce que nous avons fait en Lozère, nous avons créé, mais ça n'a pas rentré un peu vos médiateurs, monsieur, nous avons créé une brigade d'aide-bergers qui sont un service de remplacement gratuit, en quelque sorte, pour aller soulager un éleveur qui a besoin de dormir quand même, ou d'aller l'aider à monter des protections quand il y a une prédation proche ou déjà intervenue. On a vu l'impact positif. Alors évidemment, c'est très contesté parce que ça peut laisser penser qu'il y a une acceptation professionnelle du loup, mais c'est au moins un moyen de soulager et de permettre de tenir le choc du temps où l'on est prédaté. Tout le monde ne l'est pas tous les jours. Le niveau de prédation, une question a été posée là aussi sur le niveau de prédation qui serait stable ou comment évoluerait-il. Il est très important, on est toujours autour de 12 000 animaux, et de toute façon, celui qui subit la prédation, il vit de la même façon ou presque que celui dont le train est annulé ou qui arrive en retard. C'est qu'il est très mécontent et c'est douloureux pour lui parce qu'il y a des conséquences. Alors elles sont encore plus graves quand les animaux sont morts ou blessés.
que quand on rate son train peut-être, quoi qu'on peut rater un emploi ou que sais-je, ou une épreuve et un diplôme. Donc il y a quand même ce côté, c'est les trains qui arrivent en retard qui posent problème, et c'est ceux qui sont prédatés qui sont victimes, qui sont victimes et qui souffrent. Donc cette question sociétale, il faut vraiment l'étudier, et ça s'ajoutera, je dirais, à tout ce qu'il faut que nous ayons en main pour arriver à nous frayer un chemin sur cette piste difficile. Oui, d'autant plus qu'il y a une enquête de l'IDEL qui est parue le 24 avril, on la retrouve un petit peu partout, qui a démontré que la prédation, ça représenterait 3 heures de travail de plus par jour pour les éleveurs. Pourquoi ? Parce que ne serait-ce que autrefois, en estive, il laissait les troupeaux dormir l'après-midi, il commençait à brouter le soir. Hein. Et bien maintenant, quand ils commencent à brouter, il faut les rentrer au parc. Et rentrer au parc, c'est 3-4 km. 3-4 km, c'est des calories perdues. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas avalé les calories qu'ils auraient mangées sur place. Et ça, c'est tous les jours que ça se reproduit. Ensuite, des endroits des parcelles qui ont été prédatées. Les brebis refusent d'y aller pendant 2 ou 3 ans. Si bien que lorsque vous avez une estive qui fait je ne sais pas combien d'hectares, peu importe, eh bien vous avez progressivement, tous les ans, des hectares où les brebis ne peuvent plus aller parce qu'elles refusent d'aller dans des espaces prédatés. Et ça complique la vie des éleveurs. Hein. Pour eux, ils le vivent comme un harcèlement. Et ça, on n'en tient pas compte. Voilà. Je tenais juste à préciser qu'il y a eu une enquête réalisée, financée par la Mutuelle sociale agricole, sur l'impact de la prédation sur la santé des éleveurs. Enquête qui a été réalisée par 2 sociologues, Frédéric Nicolas et Antoine Doré, qui est disponible sur le site de la MSA, sur le site de l'INRAE et aussi sur le site de Coadapt. Donc voilà, qui a montré l'impact sur la santé des attaques directement, l'impact sur les relations sociales des éleveurs aux autres individus de la société qui ne sont pas éleveurs et y compris jusqu'aux enfants des éleveurs qui se font traiter d'anti-loups par leurs camarades de classe. Alors, rajouter une couche juste sur le... Qu'on passe au sanglier. Ouais, juste un mot. Oui, après, il va falloir passer au vautour. Oui, tout à fait. Derrière Monsieur le Préfet Castanet, je veux juste, parce que j'ai oublié un mot, donc juste un mot. Ma demande aux acteurs et aux décideurs, c'est un conseil scientifique régional permanent, multidisciplinaire, et on veut des anthropologues dedans. Ah oui. C'est un petit peu ce que l'on cherche aujourd'hui. Après, pardon, sur l'échelle, faites attention. Il faut vraiment être près du terrain, et moi je m'attache à avoir des scientifiques sur le terrain qui viennent expliquer ce qu'ils font. Et le niveau régional, quand on est en Occitanie où il y a 13 départements, ou dans la zone de prédation du loup où il y a 45 départements, peut être un peu loin du terrain. Mais je suis d'accord je pense que, puis je ne vais pas renier mes propos précédents, je pense que cette vision scientifique multidisciplinaire, elle est vraiment, d'une certaine manière, rassurante, parce qu'elle remet des choses dans la vraie perspective, avec les controverses. Le problème, c'est que le ça dépend est très compliqué aujourd'hui à exposer, mais on y arrive. On peut arriver à expliquer. Nous l'avons vu sur le vautour dans notre situation. Là, je suis préfet coordonnateur, donc je travaille à une échelle assez large, en traitant la prédation, les interactions vautours sur des animaux vivants. Non, mais c'est compliqué parce que je me trompe pas, hein, mais sur le moment, la différence est difficile à faire. En refusant ceux qui niaient que ça existait, pour ne pas mettre en doute les témoignages de ceux qui l'avaient vécu, ou qui pensaient l'avoir vécu, puisqu'il y a eu aussi l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Il faut faire attention. Puis les vidéos, on peut s'en méfier aussi parfois. Il faut faire attention d'où ça vient, de quand ça date, etc. Mais en gardant constamment à l'idée qu'une interaction pouvait être un jour... j'ai entendu le mot qui m'a fait peur, déviant. Non, je pense pas qu'un vautour soit déviant ou qu'un ours soit déviant. Il est juste dans un spectre de comportement. Il a un comportement qui est marginal. C'est peut-être l'homme qui est déviant, mais donc
Non, mais par rapport à... Enfin, excusez-moi, je ne veux pas créer des polémiques nouvelles, mais par rapport à ce comportement social, pardon. Il faut arriver à constamment garder à l'esprit tout ce qui peut advenir et le mettre sur la place publique et en faire faire une espèce de hiérarchie de ce qui est important. Et bien m'en a pris, puisque Frédéric de Kant a pu... je dirais observer, et alors je ne dis pas démontrer parce que tout n'est pas démontré, évidemment, puisque l'état de la bête exact, cliniquement, il n'y avait pas de choses visibles qui laissaient penser qu'elle allait mourir immédiatement, mais avait-elle tous ses esprits? Peut-être pas, puisqu'elle tournait, mais enfin quand même, c'est une vraie interaction antémortem sur animal debout. Donc, il s'est passé quelque chose et que certains voulaient occulter autour de la table. Et c'était pas bon. Donc, arriver à laisser penser que le champ du possible est large et qu'on essaye de mettre tout ça bout à bout. Et s'il y a une ligne de raison, un objectif, c'est quand même plus simple de guider un groupe que s'il n'y en a pas. Donc là, il faut être assez sur le terrain quand même. On peut pas... Nous, je vois bien ce que donnent les expertises ou les enquêtes nationales. J'ai bien vu, j'ai bien lu celle de la MSA, mais déjà, ceux qui voudraient promouvoir le loup considèrent qu'elle est partiale et donc déjà disqualifiée avant même d'avoir commencé à être lue. Et c'est compliqué. Voilà, le rôle des scientifiques n'est pas simple. Dans cet océan d'invectives et de postures qui sont très radicales. Mais le monde se radicalise, si tant est qu'il était un jour non radical, il se radicalise et c'est constamment ça qu'il faut arriver. Et moi, je dirais que l'interrogation aujourd'hui que je voudrais vous dire, c'est quel est le rôle des vétérinaires et des scientifiques dans les débats de société qui les impliquent. On aura sans doute des antivax sur la FCO3, la FCO8, la MHE, et ils vont nous poser les mêmes problèmes. Moi, je l'ai vécu sur la flavescence dorée quand j'étais directeur de chambre d'agriculture en Dordogne, où ceux qui ne voulaient pas traiter infectaient tout le monde, et pour autant, ils avaient de bonnes raisons de ne pas le vouloir. Après, c'est une question de choix local. Bien, on va peut-être passer... Dernière question. peut-être, parce que là, vautour. Mais dernière question. Sanglier, vautour, oui. À propos des grands prédateurs et des charognards, Claire Caillol de l'Organisation mondiale pour la santé animale, anciennement OIE, juste pour analyser le problème sous un autre angle. On a beaucoup parlé du rôle clé de ces grands prédateurs et charognards dans les écosystèmes dont nous faisons aussi partie. Quel est le rôle du vétérinaire dans la protection de ces espèces? On sait, par exemple, on a vu l'exemple en Inde de l'utilisation d'anti-inflammatoires qui a décimé complètement les populations de vautours. Est-ce que c'est une question d'intérêt pour cette communauté, pour les vétérinaires et pour l'académie? Tu réponds, Frédéric? Oui, par définition, parce que, en fait, vous avez vu que finalement, on attend beaucoup de nous et que finalement on rend aussi beaucoup parce qu'on est des éléments qui ne sont pas forcément des électrons libres mais qui sommes au plus près du terrain et que notre capacité de discussion, de médiation est énorme. Quand Philippe Cassanet parle de la vache en question, où je vous ai mis la photo, moi je suis appelé à 18h le soir et je suis sur le terrain à 8h du matin. Et je mets en route tout un processus d'organisation en déplaçant mes visites, etc., pour être sur le terrain. Donc cette réaction, elle est là. Je rappellerai, pour répondre précisément à votre question, qu'on a vu apparaître des nouvelles AMM avec une mention qui donne presque un temps d'attente par rapport au nécrophage. Donc je n'ai plus le libellé exact. Mais donc, c'est la profession vétérinaire, dans tout son ensemble, dans tout son dispositif, s'empare de ces questions-là. Alors, vautour maintenant. Question vautour. Dans la sanglier. Sanglier. On va parler du sanglier d'abord. Sanglier, on va faire le vautour après. Sanglier, vous vouliez parler du sanglier, oui? Oui, je vous remercie. Bonjour. Annick Linden, vétérinaire et professeure à l'Université de Liège, en Belgique. Et donc, moi, j'avais un commentaire, une question à poser à Eva. Et donc, quand on parle ici de gestion loup ou ours, donc c'est en relation avec la prédation, mais la gestion du sanglier, on est clairement face à des problèmes de crise sanitaire qui pourraient effectivement émerger. Et je pense que ça, c'est important. Et quand vous êtes face à une crise sanitaire, que vous la vivez dans le réel, c'est bien discuter
mais il faut surtout agir. Et donc, il faut en général très vite se mettre d'accord et prendre des mesures et les mettre rapidement en œuvre. Et je dois vous dire que quand on a eu la crise de la peste porcine africaine en Belgique, dans le comité stratégique, on n'a pas eu le temps de faire appel à des sociologues. On a dû agir très vite. Et donc, il faut pas trop parler, se mettre d'accord très vite et surtout agir. Et je voudrais poser une question justement à Eva concernant la peste porcine africaine. Donc, c'est clairement un risque sanitaire qui est bien présent en France. Vous avez quand même des cas à la frontière allemande, des cas dans le nord de l'Italie. Et donc, tu as parlé de surveillance événementielle, c'est très, très important. Et je pense que le contact avec les chasseurs est bon en ce qui concerne la recherche de carcasses, c'est stratégique. Je voulais savoir si vous aviez déjà entamé des processus d'élaboration de zones blanches, comme vous avez fait quand on a eu la peste porcine africaine en Belgique. Vous avez créé une zone blanche qui jouxtait notre frontière et la communication a été... Vous avez réagi très vite, sans trop discuter, et ça a été très efficace, vraiment. Et donc, je voulais savoir où vous en étiez par rapport au nord de l'Italie en ce qui concerne les zones blanches. Alors, juste pour revenir sur le début de ton intervention, alors moi, j'ai très peu parlé du rôle sanitaire et de la question sanitaire autour du sanglier parce qu'il me semblait que c'était pas le cœur du sujet là, mais en tout cas, ça rejoint un peu ce que je disais. Enfin, on a besoin, pour gérer le sanglier, d'un certain nombre d'outils, c'est toujours les mêmes. Que ce soit pour une question sanitaire, que ce soit pour une question de dégâts aux cultures, les outils qu'on va mobiliser sont les mêmes. Après, on a besoin de gens qui, localement, se connaissent, échangent, peut-être en conflit, et voilà. On a besoin de scientifiques, évidemment, mais pas uniquement. On a besoin de cet éclairage scientifique. Et c'est important, et je veux pas du tout avoir l'air... avoir une tendance populiste à dire c'est pas le scientifique. Évidemment, on a besoin de scientifiques, mais on a besoin de prendre des décisions. Et là, on ne va pas demander aux scientifiques leur avis parce que ça va pas être le temps de la recherche, c'est pas le même temps que celui de la prise de décision pour de la gestion. Donc, on a besoin d'avoir des scientifiques qui travaillent, on a besoin d'avoir toutes ces données-là, que ces données elles soient connues et elles soient partagées, bien sûr, avec tous les acteurs à tous les niveaux. On a besoin, nous, au niveau national, de les connaître, mais on a besoin aussi de les retransmettre au niveau local. C'est ce que chacun, je pense, essaye de faire dans ses réseaux. En revanche, après, voilà, quand le temps de la crise est là, et ça, c'est encore un autre sujet, il faut pouvoir réagir vite. Et on se prépare là en France actuellement à ça. Bien sûr, aux frontières proches des cas où on se dit que ça va peut-être arriver par là, mais on essaye de se préparer ailleurs. Et donc, nous, de notre côté, fédération, en suivant un peu ce que fait l'administration et le ministère de l'Agriculture, on essaye d'alerter le plus possible nos fédérations et leurs chasseurs sur attention, préparez-vous, connaissez-vous localement. J'espère que vous avez rencontré de façon plus personnelle que les réunions habituelles les acteurs locaux du sanitaire que sont les services vétérinaires, les représentants des éleveurs, etc., des éleveurs porcins, là. Et les gendarmes, enfin, et les partenaires habituels, et que vous avez pu évoquer comment on va gérer quand il y aura la peste porcine africaine. De là aller jusqu'à la création de zones blanches sur les deux frontières, on n'en est pas là parce que dans les deux situations, on a évalué que le risque n'était pas... on a réfléchi à comment on ferait s'il fallait le faire et on est en train d'y réfléchir par rapport à la zone allemande. On commence. Et dans les deux cas, on a réfléchi aussi à quel moment on démarrera la mise en place d'une zone blanche et comment on le fera. Mais dans les deux cas, on considère que c'est pas encore le moment de le faire parce que, en particulier, de l'autre côté de la frontière, il n'y a pas encore eu d'action de ce type-là. Donc, on est dans l'idée qu'on ne veut pas faire bouger non plus les populations de sangliers. Merci. Moi, je voudrais intervenir en 5 secondes. Mais on ne comprend pas qu'est-ce qu'une zone blanche. Ah, pardon. Zone blanche, ça serait une zone où on ferait de la dépopulation de sangliers. Réduction drastique des populations pour, si le virus de la peste porcine africaine et à proximité, qu'ils ne puissent pas trouver d'individus sensibles et que du coup, ils ne puissent pas diffuser. Oui, attends, moi je voudrais intervenir toujours en réponse. Eva a souligné un problème qui me semble très important, c'est celui de la déconnexion de temps, enfin de la désynchronie entre le temps recherche et le temps réponse. Ce qui fait que souvent le chercheur est appelé au moment de la crise, ça je suis bien placé pour le savoir, à un moment il ne peut pas donner les réponses. Parce qu'il n'a pas les éléments pour les donner, et pour les avoir, il aurait fallu qu'il puisse travailler dans l'intercrise, c'est-à-dire quand il ne se passe rien. Mais quand il ne se passe rien, tout le monde s'en fout. Et ça, c'est un énorme problème qu'on a dans la gestion de la faune sauvage. Pas seulement de la faune sauvage, je fais partie du COVARS, donc du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires,
Donc pour l'humain, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas quand le feu est à la maison qu'il faut se préoccuper des problèmes. Oui, c'est pour ça qu'il faut promouvoir la recherche dans ce domaine-là en temps de paix. Bien sûr, c'est très important. Bien sûr. Si je peux apporter juste, et je vais complètement dans le sens de Patrick, et il le sait, c'est aussi la vraie difficulté quand on est élu motivé par ces sujets-là, parce que sur la biodiversité, c'est très très vrai sur la biodiversité, encore plus que sur le changement climatique ou sur l'eau, parce que ça impacte et les gens mesurent. Mais sur la biodiversité, il y a toujours une urgence plus urgente à gérer. Et c'est valable dans les communes, dans les départements, dans les régions ou à l'État. Et moi, j'espère vraiment qu'il y aura une prise de conscience là-dessus, et j'en prends ma part de responsabilité, puisqu'en tant qu'élu, à ma place, je n'arrive pas à faire changer ça, mais ça, c'est dramatique, parce que, comme l'a dit Patrick, on sollicite les chercheurs à un moment donné où il faut que nous, élus, on apporte des réponses, mais ça brûle, voilà, et on peut pas. Et quand ça s'est apaisé, c'est terminé, on oublie, on met plus les crédits dessus. Moi, je ne peux qu'appuyer ça, mais en tant que modeste conseiller régional, j'y arrive pas. Maintenant, je suis député suppléant, je vais peut-être essayer d'agir un peu autrement. Une question là, puis une autre là-haut. La première, allez-y. Moi, je voulais juste compléter le propos d'Eva avec l'intrusion des sangliers en ville qui pose de plus en plus de problèmes. Également, la consommation de viande de sanglier avec des risques parasitaires méconnus, trichinellose, hépatite E. Et c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important parce qu'on a vraiment un défaut de surveillance. Très bien. Là-haut, question, oui, je vous vois très mal avec la lumière. Oui. Bonjour, donc Nolwenn Lemoyle, chargée d'études faune sauvage à la DGAL, donc ministère de l'Agriculture. Donc c'était simplement pour préciser, pour appuyer ce que disait Eva. On travaille quand même beaucoup avec la Fédération nationale des chasseurs et avec l'OFB et avec le ministère de la Transition écologique sur la préparation à la crise, donc tant en Italie qu'à la frontière allemande par rapport au risque peste porcine africaine. Alors c'est vrai que c'est un risque de santé animale et pas un risque de santé humaine, mais c'est une grosse préoccupation en particulier pour la filière porcine et pour les chasseurs en France actuellement. Oui, moi, je vous ai dit aussi que j'avais le défaut horrible d'être chasseur et j'ai vécu l'épisode de tuberculose du sanglier et des biches en forêt de Bretonne. Ça n'a pas traîné. On a fait le diagnostic de tuberculose et en l'espace d'une saison, battu sur battu, il ne restait plus un sanglier, plus une biche, et puis après, il n'y avait plus de tuberculose. Voilà. Et ça a très très bien fonctionné. Parce qu'il faut dire que chaque fois qu'une biche était prise, c'était une chasse à courre. Chaque fois qu'une biche était prise, on la trouvait tuberculeuse. Et puis, par contre, les chasseurs de sangliers qui étaient chasseurs à tir, à chaque fois, ils avaient aussi de la tuberculose des sangliers. Ça a été réglé tout de suite. Bon, alors oui, alors là maintenant, il faut passer à la... Non, juste pour dire que le sujet sanitaire s'est aussi invité chez le vautour, qui a eu une belle grippe aviaire en 2022, qui a stabilisé les effectifs pendant 1 an parce que les poussins n'ont pas été nourris par les parents qui étaient malades et qui certains sont morts, mais beaucoup ont résisté. Cette bête résiste vraiment à beaucoup de choses. Et que nous avons pu relativement consensuellement, admettre en comité interdépartemental, grâce aux informations scientifiques disponibles, que nous n'avions aucune raison de propager la moindre angoisse et que le vautour jouerait son rôle de cul-de-sac et ne transmettrait pas la maladie. Mais 3000 vautours qui vous planent sur la tête et qui ont la grippe aviaire, dont peut-être 1000 ont la grippe aviaire, je ne sais pas quel a été le taux d'infection, je sais pas, d'infestation, c'est quand même assez angoissant. Et je m'inquiète, alors je le dis parce parce que nous sommes entre spécialistes, si j'ose dire, c'est que si jamais il y avait des interactions entre la grippe aviaire et le bétail ruminant, je sais pas ce qui va advenir, mais on n'aura pas donc d'un côté le sanglier animal ou le blaireau porteur de maladies et de l'autre le loup, l'ours et le vautour qui seront indicateurs de biodiversité, mais on aura au milieu le vautour qui aura toutes les qualités du nécrophage, considéré par certains à tort, mais comme posant une difficulté, et également celui qui véhicule et propage d'éventuelles maladies. Donc le sujet n'est vraiment pas clos. Il nous reste 5 minutes avant... Juste une question là. Il y a une question. On a parlé du vautour. 5 minutes, merci. Oui, j'ai bien écouté depuis le début, merci. Jean-David Abel, France Nature Environnement, administrateur de l'OFB. Je suis venu très intéressé par ce colloque organisé par l'Académie vétérinaire sur la coexistence avec la faune sauvage. Et effectivement, beaucoup de présentations et beaucoup d'interventions sont très intéressantes. Ce que je note,
quand même, et malgré tout, et c'est ça que je voudrais partager, moi, parce qu'on partage beaucoup de choses. Hein. Moi, j'habite dans la Drôme, je suis aussi bien au niveau local, dans les expertises, qu'au niveau national, dans les groupes nationaux de travail, avec les éleveurs d'ailleurs, en priorité, avant l'administration. Mais ce que je veux dire, c'est que, je l'ai dit, on l'a signalé depuis plusieurs mois, il se trouve que cette journée est organisée, et en tout cas cette partie-là, hein, sur la coexistence avec ce type d'animaux, avec un défaut complet de pluralisme dans les conférenciers et dans les débatteurs. Je le dis au niveau scientifique, simplement parce qu'un Nicolas Lescureux peut dire que 50% des loups sont détruits en Italie, ce qui, je le demande devant témoin, il va produire son chiffre, d'où vient ce 50%, parce qu'à 50%, la population de loups, elle est en déclin rapide et immédiat, alors que tous les scientifiques italiens disent que c'est autour de 18-20% ce qui est tué. Ce qui est important. Et ce qui était important de répondre au monsieur, c'était qu'effectivement, ça se passait pas bien en Italie. Non, il y a partout des interactions et des problèmes. Et que oui, il y avait beaucoup de loups tués illégalement en Italie, sans avoir à exagérer et dire que c'est 50%. Et je pourrais prendre d'autres exemples avec des choses qui ont été dites sur le réensauvagement, comme s'il était provoqué par des instances, je ne sais pas, moi, européennes, nationales, de façon volontaire. Moi, je suis ardéchois à l'origine. La forêt ardéchoise, au XXe siècle, elle a fait x3. Elle est passée de 100 000 à 300 000 hectares. Aujourd'hui, en Ardèche, c'est 70% du territoire, la forêt. Et est-ce que c'est le loup, l'ours ou qui que ce soit qui a provoqué ça? C'est uniquement les dynamiques humaines et économiques qui ont provoqué ces évolutions géographiques, globales, hein, botaniques, évidemment, faunistiques, etc., etc. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on prenne et on puisse parler avec l'Académie vétérinaire de prochains événements comme ça, dans lesquels un certain nombre de conférenciers, c'est vrai qu'Olivier Morin n'était pas là en plus, mais on puisse avoir un minimum plus de pluralisme, et au niveau scientifique, et au niveau des acteurs, je le dis, parce qu'il y a de partout des gens qui sont capables de parler, d'écouter, d'avoir de l'empathie, de pas être dans le... J'ai vraiment beaucoup apprécié l'intervention du vétérinaire sur toute la dimension culturelle, et comment on passe des faits à l'opinion, et comment c'est très difficile, bien sûr, pour les pouvoirs publics de gérer ses émotions et comment voilà. Et là, je pense que on est normalement dans un Cénacle à peu près rationnel avec des gens qui connaissent les choses. Et effectivement, quand on dit voilà qu'il y a des attaques de ruches et que les ruches elles peuvent plus, etc. Elles sont plus bio parce qu'elles butinent en bas. Excusez-moi, hein, je suis agriculteur professionnel aussi, mais entendre ça dans une académie vétérinaire, mais c'est simplement c'est des fake news, c'est rien d'autre. Je m'en excuse, comme le fait de dire que on ne consomme que 49% de la viande ovine produite en France. C'est pas à cause de l'ours ou du loup, c'est à cause des accords multilatéraux dont on a encore signé un en novembre avec la Nouvelle-Zélande, 34 000 tonnes. Mais c'est ça, mais c'est pas les prédateurs, etc. Et la baisse de consommation de viande ovine en 20 ans, presque de moitié, de 40% en France. C'est ça, mais c'est dit par... C'est les données nationales de la filière. Hein, c'est les chiffres publics. Est-ce que ça, c'est pas une question plutôt que de venir se focaliser sur etc., etc. Donc, moi, je dis pas, il y a des vraies questions et il y a de la vraie gestion à faire ou à anticiper avec les espèces qui sont dérangeantes, etc. C'est absolument pas une nature idéalisée. Mais par contre, s'il vous plaît, mettons du pluralisme et un peu de rigueur dans l'affirmation d'un certain nombre de choses. Je finirai avec un dernier exemple, c'est pastoralisme. Oui, non, mais excusez-moi, et biodiversité. Pastoralisme et biodiversité, le pastoralisme extensif a créé des paysages, a été à l'origine de paysages et de maintien de paysages de manière très importante. Aujourd'hui, un certain pastoralisme, moi je peux vous dire, j'ai été au bureau du parc du Vercors pendant 10 ans, un certain pastoralisme, quand vous avez des troupeaux de 1500 à 2000 brebis, eh bien c'est destructeur. Ce n'est pas les troupeaux des 400-500 brebis d'il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans qui étaient vraiment pilotés par les bergers. Aujourd'hui, vous avez une perte botanique, floristique, vous avez des piétinements, des érosions de sol, parce que c'est des paquebots, c'est des choses ingérables. Et je rajouterai là-dessus, parce que ça, on l'a sur tous les massifs, mais c'est très très bien documenté dans les Pyrénées, qu'avec les vermifuges et toute une autre série de traitements des troupeaux, notamment ovins, on a une perte dans un cortège entomologique énorme, hein, depuis des détriteurs, je peux dire, nécrophores, etc., jusqu'aux pollinisateurs, qui est aussi très important. Donc, voilà, on n'y idéalise ni dans un sens ni dans l'autre. Les activités humaines sont totalement légitimes. Il faut défendre le pastoralisme extensif. Mais s'il vous plaît, voilà, moi je demande simplement que dans de prochaines échéances,
on essaye de mettre un tout petit peu de pluralisme, de pluralité, y compris au niveau scientifique, je le dis. Hein. Je ne parle pas forcément pour, entre guillemets, ma paroisse, mais je pense que c'est vraiment très important. Bon, je crois qu'il faut maintenant... on a vos tours vite fait, parce qu'on a que 5 minutes. Questions vautours. Je crois qu'on est bon. Des questions sur le vautour. Ceci dit, ce que vous avez dit est noté. On avait pour projet aussi de travailler sur élevage et biodiversité. Donc,